soirée. Alors effectivement, donc, je viens de publier un livre autour de l'anthropologie du tatouage. Donc juste petite précision, c'est un livre qui fait suite à une longue enquête de terrain qui a été menée dans le cadre d'une thèse en sociologie. Mais à ce moment-là, je travaillais sur les tatouages d'inspiration ethnique exclusivement, sur ce que j'appelais la poétique du sauvage. Et donc on m'a commandé un ouvrage plus général sur le tatouage, donc j'ai mené une seconde enquête. Voilà. Ce n'est pas une enquête très académique, comme on pourrait le supposer. Voilà. Et donc dans ce livre, j'ai choisi de donner la parole à ceux que j'appelle les porteurs d'encre, c'est-à-dire non pas ceux qui choisissent le tatouage juste pour suivre la mode, mais qui attribuent à leur marque un sens profond et un sens qui joue un rôle dans la construction de soi. Voilà. Comme chez les Aïnou, il y avait également un rôle protecteur des tatouages. Et donc avant un tatouage, il y a une période de purification de plusieurs jours à observer, qui comprend jeûne et abstinence sexuelle. Et en Polynésie, le tatouage, c'est un art qui est pratiqué, un art sacré, qui est pratiqué par les Tahuas, qu'on pourrait comparer à des chamans. Et donc il était souvent destiné à protéger les hommes des dangers qu'ils pouvaient rencontrer. Donc, par exemple, les pêcheurs pouvaient se faire tatouer des dents de requin pour se protéger des attaques des requins. Alors dans toutes ces îles, il y a un grand point commun, c'est que tous les motifs sont inspirés des végétaux et des animaux pour rappeler l'harmonie primordiale entre les hommes et la nature. Alors il faut avoir à l'esprit que ces techniques-là, elles se sont perdues parce qu'au moment de la colonisation, le tatouage a été interdit dans la plupart des endroits du monde. Et en 1840, les chefs maoris ont signé en fait un traité par lequel la Nouvelle-Zélande devenait britannique. Donc, en échange, ils ont reçu les droits des citoyens britanniques et puis également des terres, mais ils ont aussi signé le déclin de leur culture et de leur tradition. Et c'est pourtant en reproduisant les contours de leur moko, on va voir une illustration de moko, donc célèbre tatouage facial. Donc c'est en reproduisant le contour de moko que les chefs maoris signaient. Donc on a vraiment encore une fois l'idée d'identité, le tatouage qui représente l'identité de l'individu. Alors pendant très longtemps, les Maoris n'ont plus eu le droit de porter le moko, et aujourd'hui ça commence à renaître. Donc il y a des tatoueurs qui réapprennent les techniques traditionnelles, mais ils racontent qu'eux aussi sont victimes de préjugés, et même par les Maoris eux-mêmes. Donc généralement les anciens voient ça d'un très mauvais œil. Alors c'est vrai que le tatouage tel qu'on pratique aujourd'hui ne découle pas forcément de sa pratique ancestrale chez nous, mais plutôt de sa redécouverte au moment justement de l'ère des grandes découvertes. Donc depuis Christophe Colomb, les grands souverains d'Europe ont demandé aux explorateurs de rapporter ce qu'on appelait des spécimens humains. Et donc souvent ces spécimens humains étaient tatoués, et donc on a commencé à voir le tatouage comme charmant, exotique, etc. Et donc on trouve des descriptions de tatouages dans les récits de voyage. Et puis également les marins, quand ils revenaient des horizons lointains, ils ont commencé à se tatouer eux-mêmes sur les navires en reproduisant les motifs qu'ils avaient découverts au loin. Alors on dit qu'il y a même des explorateurs qui se sont prêtés à la pratique, et notamment pour faciliter leur intégration au sein des peuples qu'ils observaient. Donc, parmi eux, le comte Tolstoï, qui s'est fait tatouer pour s'assurer l'estime d'insulaires océaniens. Et on dit que quand il est rentré à Saint-Pétersbourg, on s'est pressé en foule pour admirer ses tatouages. Et donc peu à peu, beaucoup d'aristocrates ont suivi son exemple. Monsieur Schmidlapp a sorti une espèce d'objet hybride entre un gros feutre noir et une fraise de dentiste. Il a brandi le tout dans la lumière pour que je puisse l'observer. Ce soir, Papa Schmitou va faire de toi un homme. Ça te dit? Je sais pas. Eh bien, tu vas savoir. C'est coté à la bourse de Tel Aviv. Il a sorti une petite boîte en plastique qu'il a tout de suite ouverte. Et, sifflotant la marche funèbre, il s'est saisi d'une pointe menaçante et l'a insérée dans la machine qu'il tenait entre ses jambes. Dans 20 ans, quand je boufferai des pissenlits par la racine, tu te souviendras de cette soirée. Tu te souviendras du moment où toi et tes enculés de camarades de classe, vous pensiez que vous alliez vous envoyer la fille de la ville, et que tu as été le seul pris la bite dans le piège. Crois-moi, tu me remercieras plus tard. Il a appuyé sur un bouton et l'instrument s'est mis à vrombir comme une guêpe coincée dans un bocal. Son agaçant. Monsieur Schmidlapp se délectait de mon malaise. Écoute, tu seras assis avec la grosse vache que tu auras épousée, et tu lui raconteras toute cette folle soirée que tu as passée avec Monsieur Schmidlapp. Un putain de manchot poilu, tu lui raconteras. Mais bon Dieu, il m'a appris 2 ou 3 trucs sur le fonctionnement de cette planète de merde.
Tu lui parleras peut-être même de Charonne, ou pas. Ça va dépendre de ta nana. Maintenant, ramène-toi que je te découpe la queue. Avant que je te découpe la queue, pardon. Il a replongé sa main dans la trousse de cuir et en a ressorti une bouteille en plastique. Un liquide visqueux et brun en maculé l'extérieur. C'est du sang, ai-je demandé? Ouais, t'en veux un verre? Devant ma mine déconfite, il a éclaté de rire et l'a ouverte. C'est de la bétadine, espèce de crétin. Je vais t'en badigeonner. Dieu sait quelle saloperie on peut choper ici, hein. La dernière fois que j'ai utilisé ce pistolet, c'était pour un bandit qui voulait que je lui mette « J'aime maman » sur les fesses. Il venait de se prendre 20 ans à Attica, et ce pauvre gars que pensait que s'il avait maman au cul, en prison, les enculeurs allaient le laisser tranquille. Je sais pas si ça a fonctionné. Les seules nouvelles que j'ai eues de lui, c'est une carte postale qu'il a signée Lulabelle. T'en penses quoi? L'effet de l'alcool et de l'herbe s'était estompé, remplacé par une fatigue telle que j'aurais donné n'importe quoi pour qu'il me laisse me reposer. Le faible éclairage et la fumée des cigarillos, ma peur de mourir et celle de survivre, ont fait surgir en moi des pensées que j'ignorais avoir. On voit rien ici, mec, approche-toi, autrement je vais merder. Il a déposé sur la coudoir une autre bouteille et différentes pommades. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était la gaze. J'étais prêt à tout voir, mais pas ça. Le côté hôpital de campagne, comme s'il allait m'enlever les amygdales. Peut-être aussi la rate, dans ce sombre sous-sol, m'a filé les chocottes. Vous allez pas, enfin, vous... Je vais pas quoi, a-t-il craché. Je vais te faire un putain de tatouage. Voilà ce que je vais faire. Et ça peut se passer de deux manières. Tu peux avoir mal, ou alors tu peux avoir très mal. Si j'étais toi, je me détendrais et j'en profiterais, Coco. Donc ce moment du premier tatouage. Moi je suis photographe et j'ai réalisé les photos que vous avez pu voir dans le hall d'entrée. Je suis passionnée de tatouage depuis l'adolescence, depuis l'âge de 17 ans. Plus d'une culture un peu punk rock et donc ça faisait partie de l'imagerie de cette culture-là. Et donc j'ai continué avec cette passion du tatouage depuis l'adolescence. Et voilà, et puis un jour je suis devenue maman. À 27 ans, j'étais enceinte et donc j'attendais ma fille Amy. Et j'ai eu un peu un choc, puisque quand j'ai eu rendez-vous pour l'entretien de routine avec l'anesthésiste à l'hôpital, en fait, elle m'a fait une réflexion absolument qui m'a fait halluciner sur le coup. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette marque, enfin, qu'est-ce que c'est que ce tatouage que vous avez en bas du dos, c'est n'importe quoi, mais vraiment, il y en a marre de cette mode. Elle m'a dit, mais si c'est moi, c'est hors de question, je vous fais pas de péridurale, quoi. Et donc, voilà, c'était assez virulent, et en fait, je me suis dit, mais mince, alors, ça fait 10 ans que je me fais tatouer, j'ai 27 ans, je vais être maman, je suis quand même une personne adulte, et on me reproche en fait cette culture qui est la mienne finalement, et on m'infantilise, et donc après moi je peux comprendre, parce que c'est vrai qu'au niveau des études, il n'y a pas vraiment d'études fiables à 100% qui disent que c'est vraiment nocif ou pas. Certains disent que non, mais par principe de précaution. Donc j'étais capable d'entendre qu'elles me disent, écoutez madame, je préfère par principe de précaution ne pas vous poser de péridurale. Mais c'est vrai que la façon dont ça s'est déroulé, je me suis dit, mais on est quand même en 2006 et pourtant la culture tatouage n'existe pas, n'est pas présente dans la tête des gens. Et aussi cette vision que véhiculent les médias et les émissions de télé, et de là est partie cette envie en fait de créer ce projet Love Tattoo and Family, en me disant voilà, j'ai envie de représenter des gens comme moi qui ont la culture vraiment du tatouage, qui d'ailleurs pour la plupart se sont fait tatouer à partir de l'âge de 17 ans, donc c'est vraiment, ça évolue avec le temps, ils deviennent adultes et ils aiment toujours ça, et aussi positiver cette image et dire voilà, on se fait tatouer à 17 ans, c'est un engagement définitif, on peut toujours aimer le tatouage en grandissant, il n'y a pas de regret, comme disait Élise, quand vraiment le choix est réfléchi et que ça retranscrit une histoire personnelle, il n'y a pas de raison d'avoir de regret sur le choix de ces tatouages, et on vieillit avec, et on évolue aussi dans ses choix ou dans les motifs, et pour autant, moi j'ai rencontré, j'ai un livre qui est sorti
novembre dernier. Et donc, en fait, j'ai tiré le portrait de 18 familles. Et par rapport à ces portraits, j'avais envie de montrer des images tendres aussi et affectueuses. Pour changer aussi des images qu'on peut voir dans les médias. Oui, c'est pas une profession qui a la pointe d'huile. Voilà. Très hype, qui est très jeune. Donc du coup, si tu peux nous raconter ton parcours et ce qui t'a attiré dans le tatouage. Alors moi je suis venu au tatouage par ma femme, dont j'ai toujours voulu me faire tatouer, mais j'ai franchi le cap à cause de ma femme, parce que ma femme avait un tatouage. Donc ça m'a fait recouvrir et de là je me suis fait tatouer. Et comme il a été dit, c'est vrai que ça devient... On commence à se faire tatouer, on peut plus s'arrêter après, mais sans être une addiction, tout à fait. Moi, je suis venu pour ma femme. Moi, je me suis fait tatouer, alors, je ne suis pas fait tatouer à 17 ans, moi, je me suis fait tatouer beaucoup plus tard. J'avais quoi? J'avais 28, 39 ans. Et je me suis fait tatouer, parce que j'ai un passé un peu militaire, donc je me suis fait tatouer l'emblème de mon régiment. Et tout est parti de là. Et après, j'ai déroulé sur le style japonais, et avec certaines choses, certaines phrases que j'avais appris quand j'avais fait des stages près de la Légion. Et voilà, c'est parti comme ça. Et je me suis pas mal retrouvé par rapport à ce qui a été dit sur tout ce qui est cliché, tout ça. Moi, j'ai eu le droit. Il y a que ça. Ah non, moi, c'était pire que ça. On m'a pris pour un marchand de drogue, parce que j'ai 2 enfants. Donc, quand j'amène mes enfants à l'école, des fois, ça se voit un peu. On m'a pris pour un mafieux albanais. Non, parce qu'il se trouve que ma famille est libanaise, donc je parle souvent libanais à mes enfants, donc les gens ne comprennent pas et croient que je parle. Ils m'ont pris pour un albanais. Pascal Touin, que j'ai cité plusieurs fois, donc le célèbre homme tatoué qui fait des spectacles, justement, il reprend cette idée des hommes phénomènes, des spécimens tatoués. Et donc, lui, il a commencé à se faire tatouer à 40 ans. Ouais, et il est tatoué intégral, il a juste la tête, le cou et les mains. Et vous comprendrez ce que vous allez comprendre. Mais sinon, il est tatoué partout. Voilà. Mais Pascal, il a plus de 40 ans. Moi, j'ai aussi 43 ans. Déjà, moi... maintenant, on va vous présenter Céline. Parce que c'est rigolo, parce que toi, tu es un homme, moi, je suis une femme. Alors déjà, il y a beaucoup d'autres choses. Moi, en général, ce que j'entends, c'est « Ah, vous auriez été mignonne si vous n'avez pas été tatouée. » en général. Mon médecin, ça fait 2 fois qu'il me fait chier, qu'il me dit « Quand est-ce que vous allez grandir ?» Ou alors avant, c'était « Ah, j'ai rencontré une patiente qui était tatouée, mais elle, c'était mignon. » C'était mignon. Donc je pense qu'entre hommes et femmes, il y a des choses qui changent vraiment. Il y a vraiment une... Et c'est pire pour nous. Parce qu'en tant que mère, nous déjà en tant que femme, les représentations, elles y vont fort sur nous. Et là, tu en parlais en tant que... Et vraiment, je comprends, moi, qu'on puisse... moi, je me suis fait tatouer tôt, à 17 ans, mais c'était un peu caché. Et après, pour l'essentiel, pour le corps et les bras, vers 35-37 ans. Mais à cette époque-là, quand j'étais sur les plages d'Espagne, je me traitais de pute. Moi, j'adore les putes. Ça peut être un compliment, mais ce n'est pas vu comme ça. Voilà, il y avait vachement de représentations, elles n'ont jamais cessé. Alors, je suis éducatrice en addicto, donc en général, on pense que c'est moi qui suis la toxico. Donc, les toxicos, c'est les rations de me voir. Mais voilà, donc... Après, elles sont tout le temps là. J'en ai eu encore, c'était quand la dernière la dernière, c'était avec le médecin. Voilà, enfin, c'est tout le temps que voilà. Alors c'est amusant aussi parce que, et moi c'est pour ça que pour le livre j'avais envie de prendre des gens très tatoués, c'est qu'en fait on dit que le tatouage s'est démocratisé, certes il y a beaucoup de gens qui ont un tatouage sur l'omoplate ou voilà, mais ces gens-là par exemple quand ils voient des gens très tatoués ils vont dire ah non mais c'est trop quoi, moi c'est pas joli, et en fait c'est ça qui est étonnant parce qu'on se dit finalement, ils se sont fait faire un tatouage, peut-être qu'ils peuvent comprendre notre démarche, et puis en fait, pas du tout, quoi. Pour eux, c'est pas normal de se faire autant tatouer. Oui, monsieur. C'est une évolution, quand même. Parce qu'avant, quand tu regardes les gens tatoués dans les années 70, ils avaient un petit tatou sur l'avant-bras, un petit tatou là, et c'était les gros loupards. Alors que maintenant, ça passe. C'est quand même une évolution. Mais pas tant que ça. Mais oui, mais par en rapport à la quantité. Voilà, en fait, il y a... Même si ça s'est démocratisé,
ça s'est démocratisé parce que forcément tout le monde a un petit tatouage quelque part, quoi, pour, comme tu dis, pour marquer un souvenir, etc. Mais pour autant, la démarche peut-être de se faire beaucoup tatouer n'est pas toujours très bien comprise. Comment vos enfants réagissent au fait que vous soyez tous tatoués Elle, en fait, c'est... Quand vous rentrez avec un nouveau tatouage, tiens, regarde ce que j'ai aussi. Elle aime pas trop, enfin, c'est pas qu'elle aime pas trop, en général... Quand le tatouage est en phase de cicatrisation, ça lui fait toujours un peu peur. Voilà, parce qu'elle voit la pommade, le machin, ça sointe un peu et tout, c'est un peu dégueu, quoi. Franchement. Donc ça, non mais après, elle, il n'y a pas si longtemps que ça, elle m'a dit « Ah maman, elle m'a dit moi je me ferai jamais tatouer parce que je suis sûre de regretter un jour. » Je lui ai dit « Mais pourquoi tu vas regretter ? Puisque si jamais ta démarche est vraiment réfléchie et que ton... C'est vrai que c'est quand même, ce que dit Élise, c'est vraiment vrai, quoi. Quand le tatouage a vraiment une histoire particulière, enfin moi j'imagine mal le regret, quoi. Tu vois, je me suis fait tatouer le prénom de ma fille, je vais pas regretter ça, quoi. Donc, mais après... tu as trouvé le nom de ton amoureux ou pas? Ouais, il est là. Parce qu'elle en parlait aussi juste avant tout à l'heure. En fait. Mais ça fait 15 ans qu'on est ensemble, donc... Avec le laser, ça s'enlève. Voilà, après si on divorce... Non mais je veux dire, même si je divorce, ça fait partie de mon histoire et j'espère bien que mon nouvel amoureux sera capable d'accepter ce passé de mon histoire. Je veux dire, voilà, c'est le père de ma fille, c'est quand même quelqu'un d'important dans ma vie, ça serait égoïste de me dire « Ah non, tu m'enlèves ça ». Enfin. Et les miens, ils bouffent des malabars et ils se les foutent partout. Ah, tu tiens, c'est pareil, merci. Mais c'est vrai que c'est amusant parce que les gamins n'ont pas du tout la même vision, en fait, il n'y a pas autant de préjugés que les adultes. Puis l'idée du bouquin aussi, c'est de montrer qu'on vieillit avec ces tatouages, parce que c'est vrai que la démocratisation fait que maintenant, il y a beaucoup de... Enfin, les jeunes ont beaucoup plus accès, peut-être... à des médias qui font qu'ils voient beaucoup plus de gens très tatoués ou des groupes de musique, etc. Ils veulent les imiter et il y a plein de gens, moi je sais que mon tatoueur a beaucoup de jeunes qui lui demandent de se faire tatouer les mains en premier, quoi. C'est-à-dire que moi dans les années 90, on commençait par des parties cachées en se disant bon, est-ce que je vais être capable d'assumer, puis petit à petit on redescendait. Mais là, mon tatoueur me disait, t'as plein de jeunes qui viennent et qui veulent se faire tatouer les mains en premier, le cou ou des parties visibles. Et c'est une nouvelle pratique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se font tatouer que les parties visibles en premier pour montrer qu'ils ont des tatouages. Et en fait, ils sont nus ailleurs, quoi. Et ça, c'est un peu l'effet pervers, parce que c'est vrai que moi à 17 ans, j'ai fait un petit tatouage, bon, j'ai fait des trucs cachés, et puis après j'ai eu le temps de vieillir, d'avoir un boulot, d'être maman, etc. Donc voilà, maintenant j'ai continué, j'assume. Mais est-ce qu'à 17-18 ans, on est capable d'assumer d'avoir les mains tatouées, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Parce que je veux dire, moi, quand j'étais ado, je faisais du dessin, j'ai fait des études de couture, j'allais être styliste modéliste, j'ai arrêté, je suis rentrée dans la fonction publique. Est-ce que j'allais imaginer ça quand j'avais 17 ans? Jamais de la vie. J'aurais préféré me pendre que de rentrer dans la fonction publique à 17 ans. Et c'est vrai que il y a aussi cet effet un peu pervers, la démocratisation du tatouage, quoi. Et ce côté, comme je te dis, par exemple, de la pub Levi's avec ce mec super, genre j'ai plein de tatouages, je suis trop heureuse. C'est joli, quoi, c'est bien, tant mieux, peut-être ça véhicule plus l'image du très tatoué, mais bon, ça a ce côté un peu, voilà. D'accord. En fait, il faut qu'on ait tous quitté la bibliothèque à 22h. On aimerait bien partager un verre avec vous. Le verre de la On va continuer à discuter si vous voulez bien autour